Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, pour ce tout premier épisode de la saison 2 de Autrement dit, je suis en compagnie de mon fidèle co-animateur Carl Boivin, ainsi que de notre collègue Paul Deschênes. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va super bien, merci. Salut Félix, salut Paul. Salut! Messieurs, je pense qu'on peut dire là, que l'épisode d'aujourd'hui est en deux temps. C'est-à-dire là, que la première partie est plus générale. On vous introduit au projet Vulnérabilité au déficit hydrique. Puis l'épisode devient ensuite là, une espèce de mise en abîme là, parce que il s'agit d'un projet qui est surtout un projet de diffusion, en grande partie du moins. Et puis Paul et Carl vont l'expliquer un petit peu plus en détail là, plus tard. Mais en gros, avec ce projet-là, on cherche à examiner puis rassembler de l'information ayant trait à différents sujets qui, comme vous vous en doutez, va tourner autour de la gestion de l'eau et de la vulnérabilité au stress hydrique. Et dans un deuxième temps, on veut diffuser cette information-là. Donc de là, ma mise en abîme. Autrement dit, là, c'est un podcast qui explique qu'on va faire des podcasts pour expliquer des choses en lien avec la vulnérabilité au déficit hydrique. Là. Grosso modo, ça ressemble à ça. Puis, on commence ça dès la deuxième partie de l'épisode en vous parlant des systèmes culturaux. Mais bon, j'en ai assez parlé. Comme j'ai dit, les gars vont y revenir un peu plus tard. Je laisse maintenant la parole à Carl. Carl, j'ai effleuré le sujet, mais c'est quoi, là, en gros, le projet Vulnérabilité au stress hydrique? Dans un contexte de production agricole, Félix, la vulnérabilité à quelque chose là, est généralement une situation qu'on essaye d'éviter, puis la vulnérabilité au déficit hydrique fait pas exception à cette règle. Je dirais l'objectif principal du projet, tu en as parlé un peu tantôt, mais c'est de diffuser de l'information pertinente à ceux qui sont concernés par la gestion de l'eau pour ultimement favoriser l'adoption là, de bonnes pratiques de gestion de l'eau, ou comme on aime les appeler, les BPGE. Ces BPGE sont présentés dans ce projet-là un peu comme comme autant de façons, si on veut, diminuer cette vulnérabilité-là au déficit hydrique, en autant que, bien sûr, elle soit adaptée au contexte de production dans lequel on est. Ça peut sembler simple comme objectif, mais si ça l'était, on n'aurait pas besoin d'en parler aujourd'hui. Un des premiers défis à relever, ça a été celui d'attirer, un des premiers défis, parce qu'il n'est pas encore relevé, à relever avec ce projet-là, c'est celui d'attirer l'attention là, de ceux qui ont à intervenir dans la gestion de l'eau. Puis on trouvait que les systèmes culturaux, c'était une porte d'entrée intéressante. L'idée maintenant, c'était de comprendre ce qui affecte la vulnérabilité au déficit hydrique des systèmes culturaux pour avoir là, finalement une offre crédible de BPGE ou de bonnes pratiques de gestion de l'eau. Pour y arriver, on a entrepris un exercice là, de type taxonomique pour aboutir là, à une bonne compréhension des éléments là, qui permettent de décrire un système culturel. Mais il a d'abord fallu faire un inventaire des systèmes culturaux qu'on retrouve au Québec. Et ces systèmes culturaux-là ont ensuite été découpés, si on veut, pour en détailler là, les composantes. Mais je m'arrête ici parce que Paul va approfondir le sujet là, dans quelques minutes. La suite est un peu technique, mais un indice de risque là, a été attribué à chacune de ces composantes-là, puis la combinaison de ces composantes-là a abouti à un indice global de risque pour un système culturel. Donc, pour chacun des systèmes culturels, on a fait ça, puis ça a permis d'identifier les systèmes culturaux les plus à risque. Mais on va garder ça pour un autre podcast. Si on revient au BPGE, on en a fait une liste et on les a classés en 3 catégories. Celles qui sont déjà utilisées au Québec, parce que oui, il y en a déjà sur les entreprises agricoles. C'est pas nous qui avons inventé ça. Celles qui sont présentes ailleurs, mais pas encore au Québec. Et celles qui sont considérées comme exploratoires. Celles-là doivent faire l'objet là, d'essais qui m'ont fait avant d'être proposés aux producteurs pour s'assurer que c'est une bonne idée là, d'adopter ces bonnes pratiques-là. Au moment d'enregistrer ce podcast, on est rendu à l'étape d'évaluer le degré d'adoption des BPGE dans les systèmes culturaux qu'on a inventoriés. Et ça va permettre, entre autres, de dresser des profils de producteurs qui n'intègrent pas assez ou qui n'intègrent pas de BPGE dans leurs systèmes culturaux. Et ça, ça va permettre d'alimenter la prochaine étape.
Cette étape, c'est d'identifier les facteurs sociaux et psychologiques qui constituent un frein à l'adoption de nouvelles pratiques. Parce que même quand la faisabilité économique ou technique a été démontrée, ça se peut quand même qu'une BPGE soit peu utilisée, écartée ou même ignorée finalement. Maintenant, dans ce projet, le podcast a été retenu comme un canal pour rejoindre l'utilisateur, mais c'est pas le seul. Il va aussi y avoir des vitrines, des fiches résumées, des capsules vidéo, des webinaires, puis même une trousse spécialisée en gestion de l'eau qui va être dédiée aux conseillers. Donc, même une fois le projet terminé, si on a bien fait ça, tout est en place pour favoriser l'adoption des BPGE pour les prochaines années. C'est donc le coup d'envoi aujourd'hui du volet rejoindre, si on veut, de ce projet. Super, Carl. Belle utilisation de nos 3 mots forts, un de nos 3 mots forts du podcast. Ceci dit, merci pour l'explication. Je crois que c'est plus clair pour tout le monde, là, un peu les objectifs qu'on poursuit avec ce projet-là, même pour moi. Maintenant, entrons dans la partie plus théorique du podcast, si tu le veux bien. Pour cet épisode, Paul, on va parler des systèmes culturaux et de leurs similitudes, c'est ça? Oui, c'est en plein ça, Félix. Fait que c'est quoi, en bref, un système culturel? Pour monsieur, madame, tout le monde, quand on pense à une culture, on pense en premier à un champ avec la culture dessus, puis c'est pas mal tout. Mais il y a vraiment plus à considérer, puis c'est ce qu'il y a derrière l'idée du système culturel. Donc, de manière simple, on peut décrire un système culturel par 3 principaux éléments. Il y a en premier lieu le sol, il y a aussi, bien évidemment, la culture, mais il y a aussi la forme du sol, puis c'est un peu plus complexe que ça, mais on va regarder ça ensemble dans les prochaines minutes. Fait que la combinaison de ces 3 éléments-là, donc le sol, la culture, puis la forme du sol, va influencer grandement l'évolution du statut hydrique dans le sol. Donc, par exemple, est-ce que l'eau va s'accumuler à un certain endroit, ou est-ce que cette situation-là est avantageuse ou désavantageuse pour la culture? On peut encore donner comme exemple, est-ce que l'eau va être retenue par le sol de manière efficace ou non pour favoriser des prélèvements en eau de la culture? Donc, on peut maintenant regarder ensemble 3 concepts qui impliquent le sol, la culture, puis la forme du sol, qui peuvent décrire de façon imagée les systèmes culturaux. Puis là, je vais vous introduire avec trois concepts là, qu'on a mis en vedette dans notre guide technique de l'irrigation. Puis ces concepts-là, c'est l'entonnoir, le parapluie, puis la neutralité. Donc, à quoi ça rime tout ça? Je commence avec l'entonnoir. L'entonnoir, ça illustre une situation dans laquelle l'eau va être collectée par une section du système culturel. Elle va être dirigée, puis elle va être concentrée vers une autre partie du système culturel. Par exemple, si on prend un plant de fraisier, la forme des feuilles ressemble un peu à une coupe. Puis l'eau qui va tomber dessus, elle va glisser sur le pétiole, elle va rejoindre le centre du plant pour ensuite atteindre le sol directement au niveau du système racinaire. Donc, c'est vraiment un entonnoir dans ce cas-là. Si on regarde plus le parapluie, ça agit à l'inverse, en fait. Il va détourner l'eau de l'endroit où l'eau tombe. Les feuilles des cultures, comme celles, par exemple, des poivrons ou des pommes de terre, vont avoir une forme et une disposition qui vont les faire agir de la sorte. Petite parenthèse comme ça, on a plusieurs photos de cultures de pommes de terre qui montrent un sol plutôt sec sous le feuillage, même s'il y a eu des apports de pluie. Il y a quand même une limite là, à cet effet-là, dépendamment de la durée puis de l'intensité des précipitations, mais c'est juste pour vous illustrer là, de manière imagée là, à quoi ça rime tout ça. Puis finalement, le concept de neutralité, ça s'explique par une absence de détournement ou de concentration des apports d'eau par aspersion ou par les précipitations. Donc, un sol à nu puis plat, c'est l'exemple le plus simple qu'on peut citer pour un exemple de neutralité. Ces 3 concepts-là, donc l'entonnoir, le parapluie puis la neutralité, peuvent aussi interagir entre eux. Donc, par exemple, une culture de pommes de terre avec ses feuilles va agir comme un parapluie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en détournant l'eau du sol sous ces dernières. Sauf que la forme du sol en butte va avoir pour effet de concentrer comme un entonnoir les apports d'eau vers les côtés de la butte jusqu'au bas de la butte, donc au centre de l'entrerang. Puis si on a des racines qui colonisent l'entrerang, là, ça va pouvoir agir justement comme un endroit privilégié pour les prélèvements en eau. Donc, ce qu'on veut faire aussi, c'est d'identifier d'autres aspects des systèmes culturaux au-delà de ces 3 concepts d'entonnoir, de parapluie puis de neutralité-là. Donc, dans ce projet-là, il a fallu qu'on se questionne sur l'ensemble des éléments qui composent les systèmes culturaux.
J'ai fait allusion à 3 principaux éléments des systèmes en début d'intervention, là. Donc, il y avait le sol, la culture, puis la forme du sol. Ici, je les reprends, puis je vais essayer de vous les détailler le plus possible. Donc, nous, en début de projet, on a créé plusieurs schémas, des arbres décisionnels pour s'aider à saisir l'entièreté des différents éléments qui composent les systèmes culturaux. Donc, si je prends la section plus de la culture végétale, on doit considérer, par exemple, est-ce que c'est une culture qui est annuelle ou qui est pérenne? Est-ce qu'elle est semée ou est-ce qu'elle est transplantée? Sa durée au champ, son port végétal. Quand je parle de port végétal, est-ce que ses feuilles font une forme d'entonnoir ou de parapluie ou plutôt de neutralité? Sa profondeur d'enracinement. Son coefficient culturel, ça c'est en lien directement avec l'évapotranspiration. On en avait parlé dans un balado qui parlait plus du bilan hydrique là, dernièrement. Si on regarde maintenant plus les milieux de croissance des racines, il y a le sol qui est à considérer. Est-ce qu'on a un sol qui est minéral? Est-ce qu'on a un sol qui est organique? Est-ce qu'on a plutôt pas un sol, mais un substrat? Maintenant, si on est en contexte de sol, la texture va avoir son importance. Là. Les proportions de sable, d'argile et limon vont avoir un impact sur la rétention en eau. La structure de notre sol aussi, le pourcentage de matière organique, le pourcentage de gravier, le potentiel de compaction de notre sol. Donc, s'il y a beaucoup de passages de machinerie ou s'il y a des passages d'ouvriers, c'est à considérer également. Puis, il y a également la réserve facilement utilisable en eau, qui est une combinaison des paramètres de sol et de plantes. Puis, tout ce qui est par rapport à la forme du sol ou du système culturel, est-ce qu'on a une culture qui est plein champ ou qui est en pot, qui est sous abri? Est-ce qu'on a une géométrie de notre sol qui est particulière? Donc, je fais allusion à mon exemple de butte de pommes de terre. Par exemple, est-ce qu'on a une absence ou une présence d'irrigation? Est-ce qu'on a des buttes? Est-ce qu'on a un pays de plastique? Donc, je vous dirais que c'est grosso modo une bonne part de l'ensemble des paramètres à considérer dans les systèmes culturaux pour être capable de bien décrire justement ces différents systèmes-là pour l'ensemble des cultures. En fait, l'ensemble des cultures du Québec même, parce qu'on a la prétention de couvrir l'ensemble du Québec agricole avec ce projet-là. Donc, tout ce que je viens de vous mentionner là, c'est des éléments précis qui vont détailler un système culturel, puis qui va avoir un impact sur la dynamique de l'eau dans le sol. Mais comme vous pouvez vous en douter, avec toutes ces composantes-là identifiées, on va vite se rendre compte que les combinaisons sont vraiment très nombreuses. Il y a pas une infinité de paramètres, mais il y en a une très grande quantité. Donc, pour se faciliter la tâche, on n'a pas le choix de faire des regroupements qui englobent plusieurs systèmes culturels. Les principaux regroupements qui ressortent de nos classifications, ça implique le type d'irrigation, soit que c'est de l'irrigation goutte à goutte, comparativement à de l'irrigation faite par aspersion ou même à une absence d'irrigation. Donc, par exemple, on était capable de répertorier des contextes qui étaient peut-être un peu plus à risque dans des systèmes culturels qui utilisaient un pays de plastique avec une irrigation par goutte à goutte par rapport à une irrigation faite par aspersion sur un sol qui était non buté, par exemple. Puis donc, je reprends encore cet exemple-là. Il y avait aussi une certaine dichotomie à faire entre les systèmes culturels sur butte recouverts de pays de plastique face aux autres types de géométrie du sol. Donc, toutes ces similitudes-là, puis ces comparaisons des systèmes culturels vont être présentées plus en détail quand on va aborder dans un prochain balado l'indice global de risque, puis les matrices de risque en lien avec ce projet-là. Donc, ça fait quand même pas mal d'informations. C'est peut-être pas des informations ou des résultats qui sont un peu plus conventionnels. Là. C'est pas un résultat de recherche là, comme on est plus habitué de présenter. Mais tout ça pour dire que on a amorcé le tour de roue dans ce projet-là. On a commencé à analyser des données pour justement classifier les différents systèmes culturels en fonction de leur vulnérabilité au déficit hydrique. Puis, on va être capable de vous donner plus d'informations détaillées dans les prochains épisodes à venir. Super, merci Paul. C'était très bien vulgarisé pour reprendre un de nos mots forts du podcast. Maintenant, Carl, avais-tu quelque chose à ajouter pour conclure l'épisode?
J'aimerais ajouter 2 choses, Félix. Tout d'abord, le projet est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, donc le MAPAC. Et aussi, j'aimerais ajouter d'être à l'affût parce que cet été, il va y avoir des vitrines dans différentes régions, chez des producteurs. Donc, ça devrait, là, les lieux et les dates devraient être publicisés là, dans l'infolette de l'IRDA, AgriRéseau, différentes plateformes là, auxquelles on est habitué pour suivre l'actualité agricole. Donc, c'est un rendez-vous pour cet été 2024. Donc, merci tout le monde d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.